Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste, parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. Il est le président du plus vieux parti de droite en France, qui a connu son apogée il y a plusieurs décennies, le CNIP, le Centre national des indépendants et paysans. Bruno Nort, bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer le parti qui fut celui de René Coty ou d'Antoine Pinet, la situation politique de votre parti, son rôle, son avenir, je vais, si vous voulez bien, vous faire réagir à l'actualité. Le nouveau gouvernement cherche, on le sait, un budget pour la France dans un climat de forte tension parlementaire. Est-ce une manière acceptable de gouverner ou est-ce que c'est pour vous le signe d'un épuisement du système institutionnel? Et dans ce cas-là, que faut-il faire? On est surtout au bout de la Macronie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'indépendamment des institutions qui tiennent le pays, parce que s'il n'y avait pas nos institutions, je ne sais pas où nous en serions, c'est surtout l'imbécilité, j'allais dire, du président de la République, qui, alors qu'on ne lui demandait rien, a dissous l'Assemblée générale après une élection où, en général, il ne se passe rien. Si on regarde l'histoire des élections européennes, eh bien, en règle générale, il n'y a aucune conséquence politique interne, mais lui, pour des raisons qui lui incombent, a décidé de dissoudre et à nous mettre dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour un parti qui est quand même issu de la 4e République ? D'abord, il y a eu un dévoiement des institutions parce que les équilibres institutionnels ont changé. Ça a échappé à personne qu'entre la constitution de Michel Debré et l'évolution de 62, Général de Gaulle, le quinquennat plus tard, etc., on a été vers une présidentialisation du régime. Et on en paye le prix aujourd'hui. Parce que finalement, on doit rentrer dans plus de parlementarisme. On doit rentrer dans plus de respect du Parlement. Et aujourd'hui, on est dans une crise, évidemment, parce qu'il n'y a pas de majorité évidente à l'Assemblée nationale. Alors si vous voulez, moi, la question du budget, elle est très simple pour les libéraux conservateurs que nous sommes. C'est point 1, diminuer les dépenses publiques. Point 2, diminuer les dépenses publiques. Point 3, diminuer les dépenses publiques. Et point 4, ne pas augmenter les impôts. À partir du moment où on ne va pas là-dedans, nous ne pouvons pas être favorables à quelque issue que ce soit, qui ne sont que des tripatouillages qui ne vont pas dans l'intérêt des Français. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable que nous ayons une dette aussi énorme. Il y a des coupes sombres à faire partout.
dans des choses qui n'ont pas d'intérêt. Bon, je ne vais pas citer l'aide au développement des pays quelquefois exotiques, mais on donne de l'argent à la Chine, à l'Algérie, je ne sais qui. Le meilleur développement qui est le nôtre, c'est celui de la France pour le moment. Remettons la France au centre de nos préoccupations et arrêtons de toujours vouloir préserver je ne sais qui. Voilà, c'est ça la réalité. Et faire une politique pour la France et pour les Français, et non pas pour préserver quelques précarés. Alors on voit que l'exécutif est affaibli dans une situation budgétaire que tout le monde considère comme catastrophique. Quelle doit être l'attitude d'une droite à ce moment-là? Alors vous avez apporté un élément de réponse, mais on voit bien à l'Assemblée nationale que ceux qui se définissent de droite, et si on élargissait ceux qui se définissent patriotes, n'ont pas forcément la même attitude. Certains cherchent à composer, d'autres à participer, d'autres à proposer, d'autres à s'opposer. Si vous étiez député, tout d'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on est l'otage du Parti socialiste. On essaye de composer avec, finalement, la gauche. Vous ne pouvez pas penser que le CNIP, une seule seconde, pourrait être d'accord pour composer avec le Parti socialiste. Ensuite... Ça, vous le saviez, que les macronistes ils sont issus de la gauche. Non, mais tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez bien dans quel sens nous allons. Ensuite, nous avons les Républicains qui sont depuis des années la béquille de soutien au macronisme. Je ne peux pas soutenir une telle politique. Parce que ça va forcément à l'encontre de ce que nous voulons faire. Encore une fois, nous sommes des libéraux conservateurs. Libéraux en économie et conservateurs sur les valeurs, les grandes valeurs de la société et de la France. Donc moi je ne comprends pas l'attitude des Républicains qui finalement s'abstiennent de voter la censure d'un gouvernement alors qu'ils ne sont pas d'accord sur les visées économiques du gouvernement. Ensuite, il y a les autres. Bon, vous avez cité les patriotes. Moi, j'appelle certains partis les nationaux populistes, ou je pense qu'au Rassemblement national, que je ne considère pas d'extrême droite, mais je considère que c'est du national-populisme, donc qui va aussi à l'encontre. Quand j'entends Philippe Tanguy sur la politique économique qu'il veut mener, évidemment, c'est pas tout à fait la nôtre. C'est pas tout à fait la nôtre. Encore une fois, toute politique qui n'aura pas comme objectif majeur de diminuer les dépenses publiques de façon drastique n'aura pas notre soutien. Et le deuxième point, c'est qu'il faut arrêter, comme dirait Georges Pompidou, d'emmerder les Français, et il faut arrêter de les taxer pour tout et n'importe quoi. Donc, sans cela, il n'y aura pas de véritable reprise économique. Et puis, pour citer Antoine Pinet, pour que l'économie fonctionne dans un pays, il faut la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, les milieux économiques et les Français ont confiance? J'en doute. Retour au CNIP, si vous voulez. Je vous ai présenté comme le président du CNIP. Est-ce que c'est exact, en fait? Est-ce que c'est sûr, ça? C'est tout à fait certain. C'est tout à fait. C'est déchiré, là, il y a encore quelques semaines. Oui, enfin, on est face à un usurpateur qui a utilisé des faux pouvoirs. D'ailleurs, il y a une plainte pénale avec constitution de partie civile contre, je me permets de lire ce sinistre personnage, qui s'appelle Philippe Thor. Je ne vais pas faire trop de publicité, c'est mauvais de citer les gens. Il n'est pas invité ici. Oui, absolument. Il est invité pour qu'on puisse en parler. Mais absolument. Mais en tout cas, bon, il y a une plainte pénale, il y a des constats d'huissier qui font foi, et aujourd'hui, je suis bien à la tête du mouvement, avec un comité directeur, un bureau politique qui fonctionne. Nous faisons de la politique. Je suis en contact avec un certain nombre de présidents des autres formations politiques. Et tout va très bien. Mais tout ça a été cousu de fil blanc, si vous voulez. Quand vous voyez, à la suite de la tentative de putsch, que ce sont Laurent Jacobelli, Sébastien Chenu et votre homonyme, Bill, qui saluent l'élection du faux président Philippe Thor, évidemment, on peut se poser de légitimes questions. Mais aujourd'hui, les choses ne prospèrent pas, et je suis bien le président légitime du Centre national des indépendants et paysans. Et vous étiez le président, et vous êtes encore le président d'un parti qui se voulait une passerelle entre, d'un côté, les Républicains, Reconquête, et de l'autre côté, le Rassemblement national, et d'autres. Et là, on voit bien que dans votre propos liminaire, vous avez pris à partie les Républicains, pris à partie le Rassemblement national. Quel rôle jouez-vous dans cette recomposition? Mais d'abord, il faut donner du sens aux mots. Nous avons toujours été hostiles
à tous ceux qui ne luttaient pas contre la gauche, premièrement, et deuxièmement, on a toujours dit, et vous savez, vous connaissez la formule, pas d'ennemis à droite. D'abord, il faut savoir ce que aujourd'hui, qui est de droite et qui revendique être de droite. Vous avez cité un parti qui ne se revendique pas de droite. Marine Le Pen dit clairement qu'elle n'est pas de droite. Bon, Jordan Bardella, c'est un peu plus nuancé, on va dire, mais je veux dire, moi, je veux mener une politique avec des gens avec lesquels on est d'accord. Et on ne peut pas être d'accord que sur la question migratoire. Vous avez appelé à voter Marine Le Pen. Elle n'avait pas changé d'avis. Oui, mais attendez... Elle est constante dans ses définitions, elle lui reconnaître ce mérite. Mais absolument, mais attendez. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Vous avez observé que nous n'avons jamais été en faveur d'un candidat du Rassemblement national au premier tour. Mais écoutez, au deuxième tour, effectivement, d'abord, nos électeurs sont quand même d'une sensibilité qui n'est pas une sensibilité gauchiste. Donc voilà, on est dans une sensibilité où on doit être le plus proche, et puis il y a un curseur, il y a quand même un dénominateur commun. Nous ne taxons pas, en tout cas, le Rassemblement d'extrême droite comme ses plus forts détracteurs. Il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, et puis il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord sur deux sujets fondamentaux, les questions économiques et les questions sociétales. Et effectivement, si on peut être d'accord sur un certain nombre de mesures en ce qui concerne l'immigration, ça ne fonde pas toute une politique. Et ce n'est pas pour cette raison que le Rassemblement national constitue pour le CNIP un ennemi. L'ennemi politique du CNIP, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche. C'est LFI, c'est la gauche. Et aujourd'hui, on ne peut pas taxer le Rassemblement national de parti de gauche, comme certains se plaisent à le dire. Alors, on parle par exemple partout de l'union des droites. Du côté des Rassemblements nationaux, j'ai bien entendu, on parle plutôt de l'union des patriotes, c'est le terme que Mme Le Pen a utilisé. Est-ce que, en fait, ce changement de mot peut débloquer la situation, ou est-ce que les antagonismes sont encore trop forts? Entre qui et qui? Entre tous ces partis qu'on vient d'évoquer. C'est des questions... comment dirais-je, de chapelle, d'ego. Je veux dire que, attendez, ce qui est important dans cette affaire, c'est l'avenir de la France. Enfin, moi, je constate que l'attitude du Rassemblement national n'est pas une attitude de rassemblement. Regardez ce qui se passe à Nantes, regardez, ils veulent arriver à gouverner, et on n'a pas vocation à se soumettre et à se diluer. Si on est considéré comme un allié respecté et respectable, il n'y a pas de sujet. Mais si on a vocation à devenir un appendice et finalement à disparaître, non. C'est pas le cas d'Éric Ciotti. Pardon ? Éric Ciotti, il a toute sa place. Non, mais... Il disparaît pas. Non, mais je dis pas ça, mais quand on est trop... Enfin, l'idée initiale de mon adversaire, c'était de faire en sorte qu'on devienne un appendice, et puis c'est tout. Non, les valeurs du CNIP, c'est les valeurs d'indépendance. J'ai la capacité de dire oui ou non. D'abord parce que je suis un chef d'entreprise, et comme un chef d'entreprise, je ne dois rien à personne. Je ne dépends pas comment dirais-je, de la mode et du temps. J'ai pas à plaire au prince. J'ai à dire ce qui est, comment ça doit l'être. Point final. Donc, c'est l'une des valeurs fondamentales du CNIP, l'indépendance. Et nous soutiendrons les candidats. Je vais vous citer quelqu'un avec lequel, pourtant... qui me semble être remarquable aujourd'hui, c'est Sarah Knafo. Nous avons beaucoup de points de convergence avec ce qu'elle exprime. Son contre-budget, il y a plein de points de convergence. Son contre-budget est sur plein de sujets qu'elle exprime et où on a l'impression d'avoir en face de nous, comme c'était le cas avec Éric Zemmour, une véritable femme de droite. Ce que nous appelons de nos vœux, c'est que les gens de droite se rassemblent autour d'un certain nombre de personnalités qui auront plus le sens de l'intérêt général que le sens de leur avenir politique dont tout le monde se fout. C'est bien compris. Il y a quelques jours, on va changer complètement de sujet, on va revenir aux Français et puis à la politique tout court. Vous avez sillonné les Hautes-Pyrénées, c'était il y a quelques jours, écoutant agriculteurs, maires et habitants avec une volonté claire qui est de replacer la ruralité, je vous cite, au centre du débat national. Ça, c'est important pour vous? Alors, bien sûr, dans le CNIP, il y a le mot paysan, mais néanmoins, au-delà de cela. Alors, paysan, attention, ne nous y trompons pas. Un paysan, c'est pas forcément un agriculteur. C'est un terme qui est très particulier dans la langue française et je suis très attaché au sens des mots, à la sémantique. Un paysan, ou une paysanne, c'est un homme ou une femme du pays, du país. C'est un homme ou une femme de tradition.
Et c'est cet ancrage-là qu'il faut défendre, parce qu'on est en train de perdre nos valeurs, nos traditions, tout ce qu'on doit transmettre. Et quand on va dans cette ruralité, je vais dire ce que certains pensent, ces gueux qui finalement n'ont rien. Il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de santé, ils sont dans leur coin, des petits villages de 50, 60 habitants, et finalement on s'en fout. On a déversé des milliards d'euros au profit des banlieues. Pourquoi faire ? Dans quel bénéfice ? On voit ce qui se passe, notamment dans le département de Seine-Saint-Denis, ce qu'on appelle le 9-3. Et alors ces gens qui, finalement, représentent toute la grandeur de la France qui vient de loin, tous ces gens qui sont attachés à leur pays, à leur tradition, aux valeurs de la France éternelle, eh bien ces gens-là sont délaissés. Et c'est pour ça que, effectivement, la ruralité, c'est un des points importants de notre programme politique, sachant que ce que je constate, et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, dans la ruralité, on vote pour des partis sans que ces partis aient véritablement un programme sur la ruralité. Mais on va parler, le monde agricole, c'est vrai qu'il est au cœur de plusieurs défis, des défis territoriaux, écologiques, bien sûr, économiques. Quelles sont pour vous, concrètement, là, les priorités à mettre en œuvre? Est-ce qu'elles se rejoignent d'ailleurs la préoccupation des syndicats d'agriculture? Je pense par exemple à la FNSEA, bien sûr, mais surtout à la coordination rurale. Alors, encore une fois, ruralité et syndicalisme paysan, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est sur le monde agricole. Oui, oui, non, mais le problème, c'est que le monde agricole n'est pas d'accord sur tout. Prenez le Mercosur. Vous voyez les disparités. Vous discutez avec tel syndicat, par exemple, vous prenez le syndicat des vignerons, enfin des vignerons indépendants ou des vignerons, il dit que le Mercosur, c'est pas forcément une mauvaise chose pour eux. Donc, la difficulté, c'est l'unité de ce monde-là qui, par définition, est profondément désuni. Comme tous les Français aujourd'hui. Comme tous les Français, sauf que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Alors évidemment, si on parle de l'Europe, on est à peu près d'accord. Si on parle de... Mais même sur les questions européennes, vous avez des agriculteurs, pour pas dire paysans, qui disent, voilà, la politique agricole commune avait du bon. Aujourd'hui, s'il y a un leitmotiv pour ce monde-là, c'est faire en sorte qu'on leur rende leur dignité et qu'on leur permette de vivre de leur travail. Ni plus ni moins. J'ai un seul mot d'ordre pour ces agriculteurs dont on sait, on est tous, vous le savez, issus d'ancêtres agriculteurs. Eh bien moi, je veux qu'on leur rende leur respect, je veux qu'on leur rende leur dignité. Et la seule façon de leur rendre de dignité, c'est d'arrêter qu'ils vivent avec des aides, comme c'est le cas pour d'autres. Mais c'est une réalité qui est quand même beaucoup plus accrue dans ce monde agricole, parce que ça, c'est des gens qui bossent du soir au matin, qui ont quasiment pas de vacances. Et d'ailleurs, c'est symptomatique de voir comment évoluent les jeunes générations, qui ne veulent plus vivre à l'agriculture comme leurs anciens, qui étaient finalement des esclaves de leurs exploitations et qui travaillaient du soir ou du matin, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Qu'est-ce que vous provoquez ? Est-ce que vous ne considérez pas que les gouvernements de l'extrême centre semblent avoir entendu les appels à l'aide du monde agricole ? 15 juin 2023, le lancement du plan France Ruralité. Janvier 2024, eh bien, c'est le débat sur un tas de foin. Vous vous rappelez, Gabriel Attal a lancé un premier lot de 67 engagements en faveur de l'agriculture. Et puis tout dernièrement, il y a eu aussi un comité interministériel aux ruralités. Est-ce que finalement tout cela ne va pas dans le bon sens ? Une prise en considération du Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, c'était important, il n'était jamais sorti de Paris. Oui, enfin tout ça est de la cosmétique. Je veux dire que on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a la réalité de l'action. Moi, je veux saluer, par exemple, pour être concret, le pacte sur les ruralités de la région Grand Est, 750 millions d'euros. En faveur de la ruralité, ça c'est du concret, c'est sortir de toute zone blanche en matière de numérique, c'est-à-dire que même dans le plus petit village, il va y avoir de la fibre, parce que c'est important. Ensuite, la question de la santé, alors la question de la santé c'est un peu plus compliqué, parce que on est dans une technostructure, donc on nous raconte des choses qui sont absolument... Vous m'avez pas répondu, est-ce que tout ça va dans le bon sens ? Parce que, bien évidemment, vous me
dites, les prises de décision, on ne les voit pas, mais il y a des prises de décision importantes, mais il faut bien évidemment du temps pour que les annonces se traduisent en réalité concrète dans chaque ferme, dans chaque commune rurale. Franchement, je n'y crois pas. Ce sont des propositions qui souvent sont technocratiques et j'attends de voir concrètement, je suis comme Seran, j'attends de voir concrètement les mesures et je suis surtout circonspect sur le fait que ce soit adapté à la réalité des agriculteurs et de ce qu'ils souhaitent. On ne peut pas toujours mener une politique en fonction de considérations qui sont des considérations statistiques et qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Écoutez, ce qui est surréaliste, c'est que vous l'avez dit vous-même, on a vu un jour un Premier ministre sur un tas de paille. Peut-être qu'on aurait pu voir un coq sur un tas de fumier, effectivement. La réalité, c'est que ces gens-là ne connaissent rien à la réalité du quotidien de nos concitoyens et en particulier du monde agricole. Est-ce que vous considérez néanmoins que va dans le bon sens, par exemple, l'apparition de syndicats plus représentatifs de la FNSEA, par exemple, pour ne pas la nommer à l'évidence. Vous allez vous parler à un indépendant. Donc tout ce qui va dans le sens de l'indépendance et qui va dans le sens de... la FNSEA, elle a une position, effectivement, qui s'effrite. Hein, il faut qu'elle fasse attention. Mais c'est souvent le représentant institutionnel plus exclusif. C'est vrai que les choses évoluent. On a vu que les élections n'allaient pas forcément pour eux dans le bon sens. Donc tout ce qui va pour une expression plus libre et plus indépendante des préoccupations et quelquefois hors considération politique va dans le bon sens, à mon avis. Alors, lors de vos déplacements en zone rurale, vous mettez l'accent, et vous l'avez fait à l'instant, sur le problème essentiel qui est la désertification médicale. Alors on connaît le constat, près de 7 millions de Français vivent dans un désert médical. Que faire là encore concrètement, quand on sait que cette situation touche désormais aussi d'ailleurs les villes moyennes et les banlieues? Alors là, on part sur la ruralité. Quand on regarde, moi je suis un élu du Grand Est, un élu des Ardennes, quand on voit qu'on supprime ou qu'on veut supprimer des services dans des hôpitaux alors qu'il faut faire plus de 50 km pour accoucher, quelquefois pour les urgences, etc., que déjà les hôpitaux des villes moyennes que vous évoquiez sont déjà surchargés. Moi je parle par exemple du Rethel-Lois, où finalement le choix c'est d'aller soit à Charleville, soit à Reims. Simplement, ils sont déjà submergés. Donc je ne vois pas pourquoi on ne maintient pas des services de santé de proximité. Vous savez, la ruralité, le fondement de la ruralité, c'est la proximité. C'est pouvoir prendre des décisions au plus près des citoyens. Et c'est exactement la même chose. Nous devons favoriser. Alors, maintenant, on met en place des maisons de santé, il y a plein de choses, mais il faut... 200 maisons de pluridisciplinaires d'ici 2027. Absolument. Alors là, pour le coup, ça va dans le bon sens. Là, ça va dans le bon sens, c'est clair. Mais quand l'ARS, des fonctionnaires, décide de supprimer tel service pour faire... Est-ce qu'ils se préoccupent de la santé des gens ? Moi, quand j'ai des gens qui ne peuvent pas accoucher parce qu'ils sont sur l'autoroute et qu'ils accouchent sur l'autoroute, je me pose des questions. Alors, ces histoires de temps, on devrait pouvoir se soigner à un quart d'heure, pas à 50 km. 50 km, c'est trop. Et ça a été des décisions à la hache, arbitraires et surtout financières. Mais c'est le raisonnement de ces gens-là. Je veux dire, est-ce qu'il y a d'humain ? Autre préoccupation du CNP, remettre de l'humain dans la politique. C'est pas des bêtes, hein, les gens. Je veux dire, on fait tout d'abord pour avilir le peuple. Bon, ok, au niveau culture, information, enfin bon, bref. Mais au niveau de la santé, on fait des choix qui sont pas des choix pour permettre aux gens d'être en bonne santé. On fait des choix budgétaires. On parle de finances, de fric en permanence. Eh ben non. Ou alors, effectivement, si moi je considère que c'est une priorité nationale et qu'il faut injecter plus d'argent, comme je pense qu'il faut injecter plus d'argent sur les fonctions régaliennes, la justice, l'armée, sur les fonctions régaliennes, oui, il y a aussi d'autres sujets, dont la santé. Et il ne faut pas se méprendre. Sur les lois de bioéthique, moi la priorité c'est de faire en sorte que sur tout le territoire, il puisse y avoir des soins palliatifs à peu de distance avant de se préoccuper de ce qu'on fera après. Et tant qu'il n'y aura pas cette égalité-là,
Parce que l'égalité de la mort, ça on sait, on est tous voués à mourir, hein, c'est clair. Mais l'égalité de pouvoir être soigné d'abord dignement, de supprimer les souffrances, c'est quand même une réalité avant de penser à autre chose. Mais ça, c'est les valeurs sociétales que nous défendons. Hein. Retour à la politique politicienne, si vous voulez bien, parce qu'il me reste quelques secondes seulement. Malheureusement, j'ai deux questions à vous poser. Mais premièrement, soyons clairs et francs, est-ce que vous évoquez pas encore la ruralité? Parce que c'est là où vous disposez d'un tissu de petits élus locaux et ruraux, et donc c'est là encore que vous êtes un peu puissant. Oh, je suis pas... Enfin, vous êtes un peu dur, là, parce que... je pose la question. Non, j'entends bien. Et si vous voulez, je ne vais pas me réinventer. S'appeler Centre national des indépendants et paysans, c'est forcément que la ruralité a été importante dès le départ. C'est 1952, la fusion du Centre national des indépendants et du Parti paysan de Paul Entier. Il faut savoir, vous savez, c'est notre problème de savoir d'où on vient, qui on est et où on va. Et je pense qu'aujourd'hui, la ruralité est à défendre parce que, effectivement, on considère bien souvent les ruraux comme des gueux. Et il faut que cela cesse. Dernière question, elle ne va pas être dure. Quel avenir pour le CNIP? Sarah Knafo? L'avenir du CNIP, Sarah Knafo. Sarah Knafo, ça fait partie des gens que le CNIP apprécie et avec lesquels on a une convergence idéologique comme d'autres. Je pourrais citer, je pourrais citer Lisnard, je pourrais citer d'autres, mais je ne vais pas citer parce que si je cite les uns et pas les autres, je vais me faire des ennemis, etc. Alors l'avenir du CNIP, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un rassemblement d'élus indépendants. C'est-à-dire des gens qui se rassemblent sur des valeurs. Le corpus des valeurs, c'est le plus important. Vous ne m'avez pas interrogé sur le combat. Le véritable combat du CNIP, c'est la défense des valeurs. Les valeurs ancestrales, les valeurs qui font la grandeur de la France. C'est ça notre combat, parce qu'aujourd'hui, on fait de la politique sans valeur. Ça veut dire donc être présent en municipal pour avoir à nouveau des élus locaux? Absolument. C'est la mère des batailles pour nous. C'est retisser le paysage rural ou pas français. Alors peut-être un peu plus rural que les autres, mais on a vocation à être sur le plus possible dans la ruralité et sur les villes moyennes. Les grandes villes, c'est une question de politique, donc c'est un peu différent, mais c'est une évidence. Et puis ensuite, vous dire à quoi on sert? Écoutez, si je vous disais que nous avons une volonté de puissance, vous allez me dire, mais comme Staline disait au pape, combien de divisions? C'est pas sur les divisions, c'est sur l'influence. Et aujourd'hui, notre influence par nos réseaux d'élus, elle est toujours intacte. Alors je dis pas qu'on est toujours écouté, mais en tout cas, on est là pour exprimer le courage de dire, la volonté de faire, c'est notre devise. Voilà la réalité. Continuer à rassembler les indépendants, continuer à avoir de l'influence et retisser le paysage, parce que finalement, on s'aperçoit que on fait partie d'un vieux parti et il y a toujours... J'étais dans les Hautes-Pyrénées, je n'imaginais pas que il y a 40 ou 50 ans, il y a eu un député CNIP de la première circonscription. Bon. Voilà, on trouve toujours des ancêtres et on s'appuie là-dessus, sans faire du mémorial, parce qu'il faut se réinventer. Et là, le fait de se réinventer, c'est effectivement de faire en sorte que les jeunes nous rejoignent. Parce que je suis président du CNP depuis maintenant presque 10 ans. Moi, ma préoccupation, c'est quoi? C'est transmettre. C'est transmettre l'idéal. Nous sommes un parti, le CNIP, qui avons un idéal politique. Nous sommes un parti qui avons des valeurs. Nous sommes un parti qui avons plein de choses à transmettre. Et nous ne doutons pas que nous aurons encore à participer et un rôle à jouer important dans la vie politique française. Message reçu. Merci Bruno Nord. On se reverra certainement sur TVL. Avec plaisir. Merci à vous.